Alors, à ma montre Seiko à quartz, il est 9h15. Donc, alors, ça parlera plus ancien probablement, ce type de référence. Et donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Je sais que le temps est compté pour un certain nombre d'entre vous. On va essayer de respecter le timing. Donc, bonjour à tous. En préambule, avant de me présenter, je vais donner un petit aperçu de ce qu'est l'agence The Links pour ceux d'entre vous ne la connaîtraient pas. Donc, l'agence The Links, c'est une agence indépendante de communication qui est située à Nantes et à Paris et qui s'est donné pour mission d'hybrider un certain nombre d'expertises pour connecter les marques à leur époque, aujourd'hui. Et donc, ça, on fait ça depuis 40 ans, puisque l'agence et le groupe The Links fêtent ses 40 ans cette année, au mois de septembre. Et donc, parmi ces nombreuses expertises qui sont hybridées, au-delà d'une super équipe créa et de conseils en communication solides et historiques, aujourd'hui, on a agrégé et on a une palette d'expertises qui sont l'UX, la data, le marketing, le digital. Et puis donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, le contenu, pour aborder ce sujet. Donc, alors je vous demande d'avance quelques petites indulgences sur mes transitions, car je ne suis pas forcément le roi de la technique. Voilà. Donc aujourd'hui, alors je me présente rapidement. Moi, je suis Sébastien Morteau, je suis content stratégiste à l'agence et donc je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir avec moi Cécile Gox, qui est responsable marketing entreprise d'Harmonie Mutuelle, un annonceur qu'on aime beaucoup et avec qui on travaille depuis quelques années et qui a notamment de façon très très intense sur ces problématiques de contenu. Tout à fait, bonjour tout le monde. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, donc, vous l'avez vu sur le titre de la conférence, c'était quelle nouvelle mission pour le contenu. Il y avait un sous-titre à cette conférence. D'ailleurs, le sous-titre peut être le titre. En fait, la question se pose, c'est comment enrichir votre proposition de valeur grâce au contenu. Euh, Aujourd'hui, votre présence nombreuse aujourd'hui le démontre. La pertinence d'une stratégie de contenu comme composante clé d'une stratégie de communication n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup d'annonceurs qui parlent pas de contenu ou qui n'ont pas une brique contenu dans leur stratégie de communication. Mais il y a un mais, alors c'est un mais plutôt optimiste, hein. Aujourd'hui, là où les marques cherchaient surtout à attirer par le contenu, donc avec cette fonction communicante du contenu, en gros le contenu qui est une sorte de chemin vers l'entreprise, eh ben, elles peuvent aujourd'hui faire venir à elles pour leur contenu. C'est-à-dire que on est passé ou alors on est passé à cette notion de bataille de l'attention qu'il faut gagner et que le contenu permet de gagner, en sachant que c'est de plus en plus compliqué puisque de plus en plus d'annonceurs font du contenu. Donc la bataille pour se différencier grâce au contenu est un peu plus compliquée. Euh, on peut aujourd'hui se dire que ce contenu peut avoir une autre fonction que cette fonction communicante. Pour être un peu plus précis, au-delà des contenus qui servent à générer une audience qualifiée et à entretenir un fil rationnel, en gros, le SEO, le livre blanc qui permet d'acquérir de la donnée par un téléchargement, la place qu'on va avoir sur les réseaux sociaux pour exister, qui sont multiples. On peut aujourd'hui s'interroger sur la pertinence d'aller sur une fonction plus tactique des contenus, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas le penser aussi le contenu pour faire rayonner la marque et, in fine, pourquoi pas, enrichir l'offre et donc augmenter cette proposition de valeur. En résumé, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on appréhende ces problématiques de contenu, eh ben, on peut sans honte et avec optimisme, demander plus aux stratégies de contenu. Et ça va passer par le fait de confier des missions précises à cette stratégie de contenu, à ces différents contenus.
Alors donc aujourd'hui, dans ce webinaire, je vais vous proposer de balayer un certain nombre de ces nouvelles missions qu'on peut confier au contenu avec des exemples. Et ça va aussi vous permettre, j'espère, à la fois de vous inspirer sur ces missions, mais aussi de vous inspirer sur un certain nombre de formats, puisque l'avantage aujourd'hui qu'on a sur les stratégies du contenu, c'est qu'on a une palette assez large d'outils et de formats pour remplir nos missions. La première mission, alors on va aller du plus, on va dire du plus corporate ou du plus haut au plus business en fait. La première mission, ça va être de nourrir votre raison d'être. L'idée, c'est que au-delà de la mise en avant des preuves hein, de contenus qui vont participer, qui vont démontrer comment une entreprise travaille sur sa raison d'être, là l'idée c'est d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire de faire du contenu qui va participer directement à remplir la mission les missions que l'entreprise s'est fixée, les grandes missions, la grande raison d'être que les entreprises se sont fixées. Donc, on est vraiment sur du contenu contributif à cette mission. Et je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, c'est celui d'un annonceur avec qui on travaille depuis de nombreuses années. C'est la Mutuelle nationale territoriale. Donc, c'est la mutuelle des agents territoriaux de la fonction publique, donc tous les agents qui travaillent dans les collectivités notamment. Et donc, cette mutuelle, qui a bien entendu voilà, une mission traditionnelle dans son cœur de métier autour de la protection santé et prévoyance des agents territoriaux, a une mission plus large qui est celle de protéger et de défendre au sens large les agents de la fonction publique territoriale. Et ça veut dire défendre leur quotidien et leur santé, mais aussi défendre leur image. Parce on est sur des populations qui sont souvent l'objet un petit peu d'idées reçues ou de clichés, voilà, sur les personnes, le balayeur qui travaille pas ou qui est toujours malade, etc. Donc, au-delà de cette protection santé, il y a un vrai travail aujourd'hui d'image. Et donc ça, c'est passé par un programme court. C'est entre autres passé par un programme court qui s'appelait Derrière l'événement. L'idée, c'était de proposer, alors ça s'est orchestré sur 3 années, en fin d'année, pendant tout le mois de décembre, sur toute la chaîne de France Télévisions. Donc ce programme court qui s'appelait Derrière l'événement, présentait des grands événements, alors sportifs, culturels, le marathon de la Rune, on avait on allait même jusqu'à la fête du dindon en Dordogne, donc on avait vraiment des choses très très larges. Et l'idée, c'était de montrer que derrière chacun de ces événements populaires, il y avait des agents territoriaux qui œuvraient en coulisses pour l'organisation de ces événements. Et donc, c'était donc la présentation de l'événement à travers le témoignage d'un agent territorial qu'on découvrait à la fin du spot. Donc là, la mutuelle, la MNT ne vendait pas ses produits, mais par contre, travaillait cette logique affinitaire de dire, voilà, on est fier de travailler pour aussi de protéger ces agents qui œuvrent au quotidien pour nous tous. Dans un registre complètement différent, Cultura, donc l'enseigne de distribution de biens culturels qu'on retrouve notamment dans les zones commerciales. C'est la particularité des magasins Cultura, c'est qu'ils ne sont pas forcément en centre-ville, mais plutôt dans des zones commerciales. Cultura, depuis de nombreuses années, et d'ailleurs, cette position dans les zones commerciales en est l'une des raisons, c'est donné pour objectif de démocratiser et de faciliter l'accès à la culture et à la pratique culturelle. Donc, on voit l'accès physique à travers ces magasins. Il y a une fondation, notamment, qui aussi est très active pour mettre la culture à portée des publics plus défavorisés, notamment dans les cités. Et puis, la pratique culturelle, faciliter l'accès à la pratique culturelle, c'est aussi être dans une logique de décomplexer les gens. C'est-à-dire de dire, voilà, la pratique culturelle, c'est pas réservé à une élite, et puis tout le monde peut au moins se lancer, peut essayer. Et donc, en termes de contenu, ça s'est traduit par une série de vidéos qui étaient présentes sur le site de Cultura et sur YouTube, qui s'appelait les Createrviews. Et ces vidéos mettaient en scène des artistes et des écrivains qui s'essayaient, alors sans complexe, à une autre activité créative que la leur de départ. C'est-à-dire que Marc Lavoine, qui
peut apprécier comme chanteur, comme artiste ou comme juré de The Voice à une époque, n'est pas forcément un spécialiste de la pyrogravure. Et donc, c'était l'occasion de confronter à cette pratique culturelle pour montrer que voilà, il n'y a pas de honte à se lancer. Donc ça, c'est aussi du contenu qui est au service de cette raison d'être de démocratisation et je m'embarque sur un mot compliqué, de décomplexage, on va dire. Allez, il n'existe pas, mais on va rester sur celui-là, de la pratique culturelle. Autre exemple, plus B2B, Swile. Donc Swile, c'est peut-être que vous avez ça dans votre portefeuille. C'est la nouvelle façon de consommer des tickets restaurants, c'est les cartes de paiement de repas. Il y a aussi d'autres services qui existent. Et Swile s'est donné comme raison d'être de construire un monde du travail plus épanouissant et inclusif. Et pour ce faire, on est déjà sur une entreprise qui a déjà un modèle, pas disruptif, en tout cas un nouveau modèle de commercialisation. Choisit un nouveau modèle aussi de communication en allant sur TikTok avec une page de contenu éditorial sur TikTok qui s'appelle The Daily Swag et qui est un média qui travaille autour des problématiques de la culture travail, avec de la pédagogie, du témoignage sur tout ce qui aujourd'hui représente une nouvelle façon d'aborder le monde du travail dans les pratiques RH. Et donc, ça s'adresse à la fois aux RH, mais aussi aux salariés. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est, petite parenthèse, de voir que TikTok, qu'on imagine souvent, qu'on caricature souvent aujourd'hui comme un média pour les très jeunes, aujourd'hui, d'abord les très jeunes, ils grandissent, donc ils vont pas le rester très longtemps. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment un média qui peut être intéressant pour bien au-delà de cette cible, on va dire, caricaturale de TikTok. Sans faire de promo, c'est juste une remarque. Dernier exemple dans cette logique de raison d'être. Alors là, on est sur un tout autre registre, un peu plus clin d'œil. C'est Charming, qui est une boîte qui fait du papier toilette, une boîte anglaise qui fait du papier toilette, qui s'est donné comme raison d'être de faire des toilettes un meilleur endroit, c'est-à-dire faire des toilettes un monde meilleur. Et donc, pour nourrir, je ne sais pas si c'est le mot être approprié, mais en tout cas pour nourrir cette raison d'être, ils ont proposé une appli qui s'appelle Sit or Squat. Donc, c'est une petite appli où les gens peuvent noter des toilettes publiques ou dans les bars en fonction de leur propreté, de leur confort. Et voilà, quand on se retrouve en ville et qu'on a un petit besoin pressant, on peut regarder s'il y a des toilettes autour et surtout voir si elles sont propres, donc on peut s'asseoir, ou squat, ou elles sont pas trop propres, et là, il vaut mieux rester accroupi. C'est ça ce qui veut dire sit or squat. Donc là, on est sur un autre registre que Cultura et la MNT, je vous le concède, mais pour montrer que voilà, d'aller jusqu'au bout de sa mission, de son positionnement et de sa raison d'être, et de nourrir grâce à des contenus qui servent ce propos, c'est une façon aussi d'augmenter sa proposition de valeur. Deuxième niveau de mission qu'on peut associer à des contenus, c'est se positionner sur un nouveau périmètre. L'idée ici, c'est de créer du contenu pour investir un nouveau territoire, euh, un secteur, une cible, même parfois un métier sur lesquels, ou un créneau de marché sur lesquels on n'est pas tout à fait présent, mais sur lesquels on veut. Alors déjà, on veut apparaître auprès du public comme étant légitime. Et puis aussi, on veut apprendre, tester, affiner son offre en créant des interactions en amont de la création d'un produit ou d'un service. Exemple qui est un client de l'agence, c'est SPI Industrie. Donc SPI Industrie, c'est un prestataire de services industriels, aujourd'hui un des plus grands prestataires français, alors autour de la maintenance, de l'automatisation, de l'IT, dans pas mal de secteurs, qui vont de l'aéronautique à l'agroalimentaire en passant par les biotech. Et donc, c'est SPI Industrie qui a une forte activité sur tout ce qui est énergie, production d'énergie. C'est donné aussi pour mission récemment, récemment depuis
4-5 ans, de donner un coup d'accélérateur sur la production d'hydrogène, notamment la production d'hydrogène vert, ou d'accompagner les producteurs d'hydrogène vert. Parce que, en gros, les compétences qu'ils ont développées dans un certain nombre de secteurs industriels sont parfaitement adaptées à ce secteur. Mais aujourd'hui, c'est une démarche en cours de construction, donc il n'y avait pas forcément de cas pratiques ou d'offres totalement packagées. C'est pour ça que pour exister, en tout cas pour dire, voilà, l'hydrogène est un secteur qui est hyper important pour nous, et c'est un secteur sur lequel non seulement on a déjà les expertises nécessaires, mais on a aussi un point de vue. Donc on a créé des sliders LinkedIn. Alors après, on va appeler ça des sliders ou des carousels, comme vous avez envie. On va dire sliders. Et qui abordent en fait des problématiques liées à l'hydrogène. Alors des problématiques un petit peu génériques, hein. Quelles sont les composantes de l'écosystème, par exemple, l'hydrogène. Donc on explique un peu toute la chaîne de l'hydrogène, ce que Pi peut faire là-dessus, et avec à chaque fois le point de vue d'un expert qui vient conclure. Et donc ça, on l'a géré sur des sujets un peu plus pointus, hein. L'analyse échantillonnage en cas de questions. Alors là, je ne vous redirai pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est passionnant pour des gens qui s'intéressent à l'hydrogène. Et donc, c'était un positionnement sur LinkedIn. Donc, c'est pas des énormes moyens de contenu, mais en tout cas, c'est une façon de commencer à mettre le pas et à lever le doigt sur un univers. Autre exemple d'exploration de périmètre, donc au niveau d'assurance. Donc la GMF, qui est assureur historique de la fonction publique, souhaitait se positionner, donc investiguer le marché des associations qui culturellement a beaucoup de liens avec la fonction publique, mais néanmoins n'est pas le cœur de marché de la GMF, et était sur, en tout cas, un début d'approche où il n'y avait pas encore une offre vraiment packagée spécifique. Et donc, l'idée pour commencer à mettre un pas sur ce marché, ça a été de partir d'une enquête, c'est-à-dire de faire une étude auprès des salariés de l'association. Donc, c'est une étude en plus qu'on a menée à l'agence avec Moai, qui est le cabinet d'études du groupe The Links. Et donc, cette étude, après, derrière, eh bien, est devenue un objet communicant, puisque les directeurs d'association et les membres d'association pouvaient télécharger cette étude où on abordait les aspirations, les attentes, les besoins des salariés d'association en matière d'assurance. Et puis, donc, c'est à la fois un objet communicant et puis aussi un objet de meilleure connaissance du secteur pour derrière développer des produits. Donc là, le contenu avait un double rôle par rapport à GMF. Autre exemple, EDF qui, bah voilà, bon, c'est bien que tout ce qui est énergie aujourd'hui, c'est parfois un petit peu compliqué en termes d'image, et puis il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc EDF, pour aller sur les 13-18 ans, ben, a investigué, pour le coup, là, c'était sur Twitch, et a travaillé avec des influenceurs Twitch qui sont des spécialistes de la vulgarisation scientifique, et puis on crée un programme avec eux qui s'appelle Guess What, qui est une série de vidéos éducatives qui permet de vulgariser toutes les problématiques autour de la production d'électricité, de la transition énergétique, y compris le nucléaire. Alors après, voilà, je ne rentrerai pas dans les logiques de polémique. En tout cas, d'un point de vue EDF, il y avait une nécessité aussi de poser les choses sur des publics qui sont à la fois vierges de connaissances, mais aussi qui peuvent être assez exigeants. Et donc, de passer par des gens qui avaient voilà, une forme de crédibilité et qui avaient l'oreille des jeunes était intéressant en termes de production de contenu. Donc ça, c'est une autre façon de se positionner. Là, on se positionne sur une cible. Donc voilà la démarche d'EDF. Troisième mission qu'on peut attribuer au contenu, c'est augmenter l'expérience produit ou service. L'idée, c'est ici que le contenu peut apporter de la valeur ajoutée, surtout ou de la singularité, surtout quand on est sur des offres qui sont parfois un peu banalisées. Donc, donner un supplément de contenu à un produit ou à un service, ça peut permettre de faire la différence, et surtout si on essaie de se positionner sur une logique un peu plus expérientielle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a
qu'on a traité à l'agence avec San Marco, donc les cafés San Marco, qui sont des cafés plutôt, alors qu'on trouve en grande distribution, mais qui sont plutôt sur un positionnement moyen haut de gamme. Et donc l'idée, c'était de proposer une logique de dégustation café augmentée pour valoriser le moment café, faire du moment café une expérience. Et la stratégie qu'on a adoptée avec San Marco, c'est de partir sur une logique de podcast. Donc, on a aujourd'hui une dizaine de podcasts. Il y en a quelques-uns qui sont en cours de préparation, qui sont autour des moments café, comme le café du petit déjeuner, comment on accorde son café à table, comment on prépare un café avec une macchinetta, des petites cafetières Bialetti. Et donc, ça, tout ça porté par un barista italien de San Marco qui nous explique tous ces petits conseils et des astuces. Et un des intérêts, au-delà de cette logique un petit peu premium du podcast, c'était aussi que ce podcast soit accessible directement sur les packs de café pour que les gens puissent tenter l'expérience alors peut-être pas forcément dès le magasin, en tout cas dès la maison, au moment où ils vont déballer leur café. Je sais pas si je suis pas sûr que ça marche. Si. Voilà, très court, c'est juste pour une petite pause musicale. Ça fait du bien le matin. Ensuite, hop là, attendez, voilà, c'est parti. Autre exemple assez intéressant en termes d'augmentation de services grâce au contenu, c'est la Massif. La Massif qui a décidé d'augmenter la protection juridique. La protection juridique, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous aujourd'hui qui sont dans le domaine de l'assurance, donc le savent déjà, mais c'est un produit assez banalisé. Alors, en fait, et derrière, voilà, et même souvent les gens, c'est un produit obligatoire, on le prend parce qu'on doit le prendre pour l'école ou pour le travail. Et derrière, il y a assez peu de valeur ajoutée. Et donc la Massif a décidé d'aller un peu plus loin en créant une plateforme de contenu dédiée à ces problématiques juridiques, qui est accessible aux gens qui ont la protection juridique à la Massif, mais aussi de façon plus générale aux adhérents, aux clients Massif. Et donc, ce qui est intéressant, c'est là ici, c'est la qualité et la simplicité des contenus qui sont proposés, parce qu'on est sur des sujets qui sont parfois un peu compliqués. C'est toujours dès qu'on rentre dans les logiques de problématiques juridiques, ça peut être un peu prise de tête. Et donc là, on a une logique où on est sur, on aborde pas mal de secteurs avec des articles qui vont être sur de l'actu juridique, mais l'actu juridique très, très ancrée dans le quotidien. En gros, par exemple, là, l'année dernière, on avait un article sur les nouveaux logiciels qui sont obligatoires sur les appareils connectés pour permettre le contrôle parental, et des tutos, notamment un que j'ai utilisé avec ma voisine et ses chiens, qui est celui du trouble sonore du voisinage, et qui explique en gros, bah voilà, quand tu as un problème avec les voisins qui font du bruit, quelles sont les différentes étapes qu'on peut aborder pour que ça cesse. Bon, ça n'a pas encore cessé, moi, mais je vous tiendrai au courant. Alors, mission suivante, c'est offrir une approche freemium. Alors, je m'explique, cette logique d'approche freemium. L'idée, c'est qu'on peut apporter du contenu pour donner une première expérience ou une première expertise de la marque. C'est-à-dire qu'avant que les clients n'aient acheté votre produit et votre service, on peut donner un premier niveau de service ou de produit, enfin surtout de service gratuit, pour voilà, que les clients puissent un peu voir, comprendre comment ça fonctionne, mais c'est aussi dans la logique de l'état d'esprit qui peut être intéressant. Exemple intéressant, c'est les menus services, qui est une entreprise qui fait de la livraison de repas auprès des personnes âgées, notamment. Personnes repas, enfin, le cœur de métier, c'est les repas, et puis il y a aussi des prestations de ménage, etc. Et donc, pour la cible principale, alors, c'est pas forcément les personnes âgées, ce sont les aidants. C'est les gens qui vont derrière aller souscrire ces services pour leurs parents ou leurs grands-parents. Et donc, l'idée, c'est d'offrir un premier niveau de service d'accompagnement
à ses aidants. Et donc, les menus services ont développé une série de podcasts qui s'appelle Les cartes en main et qui proposent des conseils aux aidants sur des problématiques qui vont être en lien avec leurs produits, hein, sur la dénutrition des seniors, sur la perte d'appétit, mais pas seulement, aussi sur l'accompagnement des aidants, sur comment, ouais, quand on est aidant, on peut faire une pause, etc. Donc, on est sur une logique un peu plus large que le cœur de métier, mais on donne à quand même, voilà, déjà à voir la bienveillance et l'état d'esprit dans lequel l'entreprise se place, et aussi son expertise des problématiques de nutrition. Autre exemple, c'est Alan. Alan qui est donc une entreprise de e-assurance, enfin, qui a un petit peu disrupté le secteur sur un certain nombre de produits. Pour se positionner, il y a 2 ou 3 ans, a décidé de proposer une première expérience de l'assurance pour séduire les parents. Donc déjà, il y avait cette logique de convaincre les gens que on pouvait tout faire en ligne avec une assurance, et puis qu'on avait aussi derrière un niveau de contenu, un niveau de service assez élevé. Euh, et donc, ils ont créé Alarm Baby, qui était une application gratuite à destination des nouveaux ou des futurs parents, qui leur donnait des conseils sur le sommeil de bébé, la nutrition. Alors, avec des experts, avec des forums aussi, qui permettaient aux gens d'échanger. Donc ça, c'est toujours un peu malin aussi de pouvoir alimenter sa stratégie de contenu avec les contributions des consommateurs. Et donc voilà, l'idée c'était aussi de montrer de montrer qu'on pouvait facilement, et que ça, il y avait une vraie utilité avec une application d'assurance. En sachant qu'il y avait aussi l'occasion de récupérer quelques données de futurs clients sur d'autres secteurs. Mission 5, on arrive, il y en a 6, hein. Générer de nouveaux revenus. Alors là, on est sur quelque chose qui est un peu plus rare et qui est rarement dans des business plans d'entreprise, hein, mais c'est intéressant de voir que finalement, quand le contenu est de qualité, on peut aller jusque-là. Et donc, c'est quand on propose du contenu serviciel, informationnel ou ludique qui peut être monétisable parce qu'on ne le trouve pas ailleurs, eh bien pourquoi pourquoi s'en priver? Alors, je vais donner comme exemple, on donne souvent l'exemple de Michelin, avec donc, le fabricant de pneus qui décide un jour de faire des guides pour que les gens se déplacent et consomment des pneus. Donc, ça, c'est vraiment l'exemple absolu. Un peu moins connu, c'est Guinness, qui est passé de la stout au Guinness Book. Ça peut maintenant vous paraître évident, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a un lien. En fait, la genèse de l'histoire, c'est les patrons de Guinness dans les années 50 qui étaient des grands chasseurs, qui discutent avec des copains pour savoir quel était l'animal de proie, l'oiseau de proie qui était le plus rapide. Ils ne trouvent pas l'info, ils se disent c'est dommage, il faudrait quand même que ce type d'info, on puisse l'avoir quelque part. Ils décident d'écrire un petit bouquin qui recense toutes ces infos un peu insolites sur les records, etc., en se disant on va mettre ça dans nos bars, on va offrir ça aux bars qui distribuent nos bières parce que voilà, ça alimentera les conversations et les gens peut-être se resserviront une petite Guinness, voilà. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un best-seller mondial aujourd'hui. Donc voilà comment, finalement, de fil en aiguille, on arrive à créer du contenu monétisable, qui n'est pas forcément le contenu de départ. Autre exemple intéressant, c'est les produits laitiers, alors, une entreprise qui est très très active sur la préhension à la fois de l'humour en communication, l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, on est passé du pack de lait au manga. En fait, là, l'idée, c'était que donc pour cibler les jeunes, il y a eu un spot télé il y a 1 ou 2 ans qui mettait en scène un père de famille qui se retrouvait, après avoir bu du lait, projeté dans un univers manga. Et ben, cet univers manga a tellement plu qu'en fait, ils ont décidé d'aller un peu plus loin en créant le manga et en le commercialisant, qui raconte les aventures des personnages qu'on retrouve. Alors la vache super-héros, le fils de l'agriculteur, qu'on retrouve dans le manga. Hop.
Voilà, hop là. C'était pour changer de musique. Dernier exemple de cette logique de contenu qui devient monétisable, c'est AXA, qui est passé de la RSE au e-learning. En fait, en interne, gros groupe international, AXA avait créé un programme d'e-learning à destination de ses collaborateurs pour les former à la transformation durable. Enfin, toutes les problématiques liées à la RSE, à la transformation durable et l'impact que ça allait avoir sur différents métiers, avec quelque chose d'assez costaud, puisqu'il y avait des vidéos de la BBC, etc. Et donc, cette Climate School, qui avait des quiz, des vidéos, tout un tas de contenus pédagogiques, aujourd'hui, AXA la propose en marque blanche à des gros annonceurs également. Donc, voilà comment on peut aller jusqu'au bout. Et puis je termine, et après je vais laisser la parole à Cécile parce que je parle beaucoup. La dernière mission, enfin quand je dis dernière, il y en a d'autres probablement, mais aujourd'hui, voilà, dans notre panorama d'aujourd'hui, c'est d'augmenter la proposition de valeur employée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment ces problématiques où beaucoup d'entreprises ont plus de mal, c'est paradoxal, à trouver des collaborateurs qu'à trouver des clients. Et donc, dans cette logique, le contenu peut aussi être un bon moyen de travailler cette marque employeur. Exemple d'Hermès, donc qui a des métiers, d'artisans extraordinaires. Et donc, alors je ne sais pas s'ils le font cette année, mais on a eu plusieurs années de suite un festival qui s'appelle Hermès hors les murs, où les gens pouvaient venir voir et échanger avec le sellier, le cordonnier, enfin tous les gens qui font les gens qui faisaient ces magnifiques produits Hermès. Donc ça, c'est une façon aussi de travailler sa marque employeur. Euh, et dernier exemple, encore une bière. Ne voyez pas quelconque prosélytisme. Heineken qui a utilisé le contenu pour faire du recrutement. Et donc a créé une émission qui s'appelait The Candidate et qui est en fait un système de vidéos d'entretien d'embauche décalé. Alors c'était pour une place de super stagiaire dans un poste je crois que c'était pour travailler avec la fédération italienne de football, donc on était sur quelque chose d'assez élevé. Et c'était on fait des vidéos avec en caméra cachée, avec des entretiens d'embauche complètement décalés. Et c'était les équipes marketing qui, après avoir vu ces images, choisissaient l'alternant. Alors, je ne jugerai pas du côté éthique de la démarche. Néanmoins, voilà, l'idée, c'est de montrer jusqu'où on peut aller. Et donc, en gros, pour être rapide, et vous trouverez ça sur YouTube, les candidats, la personne qui leur faisait passer l'entretien arrivait, leur donnait la main pour commencer, donc un peu déstabilisant. Après, quand ils commençaient à parler de rémunération, la personne tombait dans les vapes. Donc voilà, pareil, il fallait avoir une rémunération. La sonnette d'alarme sort à cause de l'incendie. Et derrière, on se retrouve avec des gens qui sautent des fenêtres et les candidats, il manque un pompier. Et donc, on propose aux candidats de venir compléter le tapis de secours. Donc voilà, donc des choses un peu déstabilisantes qui peuvent montrer effectivement une personnalité. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on a balayé tout ça, et peut-être j'espère qu'on aura un petit peu de temps à la fin pour éventuellement prendre quelques questions. Je voulais donner la parole à Cécile pour vous montrer que, en fait, là, on a montré ces missions de façon isolée, et ces missions peuvent totalement s'orchestrer dans une logique plus globale, en fait, du contenu. Ces missions peuvent s'articuler. Et je vais laisser la main à Cécile pour nous en parler. Tout à fait. Merci Sébastien. C'est bon, vous voyez mon écran, tout va bien. Du coup, moi, je vais essayer d'enchaîner et d'être intéressante. C'est à tout ce que tu as dit. Harmonie mutuelle, notre problématique quand on a commencé à travailler avec The Links, je crois qu'on travaille avec vous depuis, pas loin de 4-5 ans maintenant. Bon, j'étais pas là au tout début, mais quand même. C'était de se dire, Harmonie mutuelle, c'est vrai qu'on se proclamait beaucoup comme la première mutuelle de France pour les entreprises. Et on avait les chiffres derrière qui en témoignaient, puisqu'aujourd'hui, on a 69 000 entreprises clientes, toutes tailles confondues, que ce soit des PME, des ETI ou des grands comptes, qui sont représentés sur tout le territoire par 500 commerciaux, 500 chargés d'affaires.
Mais derrière ce positionnement qui était de se dire qu'on était la première mutuelle pour les entreprises, on ne disait pas grand-chose d'autre et surtout, on ne faisait pas forcément comprendre à nos cibles, qui sont les dirigeants, les DRH et tous les prescripteurs en entreprise, comment on était capable d'accompagner les entreprises au quotidien. Pas seulement sur, effectivement, du remboursement de soins, puisque c'est notre cœur de métier, mais aujourd'hui et depuis 5 ans en tout cas, on a complètement élargi et développé notre proposition de valeur et nos offres. Donc l'idée, c'était de le faire savoir de manière la plus efficace et la plus pertinente possible sur des sujets qui sont quand même pas toujours aussi «funky» entre guillemets que ceux que tu as présentés, avant, Sébastien. Et donc l'idée, c'était, de mettre en avant notre nouvel engagement, qui est un engagement au global, qu'on appelle «S'engager pour le potentiel humain» et qui montre qu'aujourd'hui, Harmonie Mutuelle pour les entreprises, a bien compris que les risques humains, c'était les plus redoutés pour les entreprises et qu'on était capable aujourd'hui de répondre de manière globale sur tous les sujets qui englobent, le potentiel humain. Donc ça soit effectivement, faciliter l'accès à la santé, des salariés, qui est notre cœur de métier, je le disais tout à l'heure, mais aussi de répondre à des problématiques en termes de prévoyance pour pouvoir sécuriser, les finances des salariés et puis de manière beaucoup plus globale et c'est des choses qu'on a beaucoup développées, en sortie de Covid, post-Covid et avec tout le contexte qu'on connaît aujourd'hui de crise économique et sociale. Comment on aide les entreprises à améliorer les conditions de travail au quotidien en travaillant, main dans la main avec les DRH. Donc ça, c'était notre problématique, de base, qui fait qu'aujourd'hui, on a construit avec The Links une stratégie de contenu qui nous permet d'intervenir sur ces 3 thématiques au global avec, des contenus différenciants, différents, qu'on espère efficaces et toujours avec une tonalité qu'on a voulu à la fois humaine, à la fois concrète, experte, puisque l'idée aussi, c'est de nous positionner comme un acteur de référence sur tous les sujets, tous les enjeux que je viens d'évoquer. Pédagogique aussi, puisque l'idée aussi, c'est d'être capable de montrer, qu'il y a des choses à faire, et comment les faire et puis d'être cohérent avec une stratégie qui soit 360 et qui soit globale. Donc dans l'émission qu'a rappelé, Sébastien, effectivement, notre stratégie de contenu, elle est là pour nourrir notre positionnement, notre nouveau positionnement que j'évoquais juste avant, s'engager pour le potentiel humain. Donc pour ce faire, nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de créer et promouvoir bien entendu, des prises de parole qui soient intéressantes sur les 3 domaines d'expertise, la santé, la prévoyance et les conditions de travail que j'ai évoquées juste avant. Donc ça passe soit par des vidéos d'experts chez nous, des experts qui ont travaillé sur les offres, des experts, qui peuvent être des chargés d'affaires, qui expliquent de manière très pragmatique ce qu'on propose aux entreprises, comment on les met en place et comment on les accompagne derrière. Ça peut passer par des sujets, des articles qu'on veut ou soit longs ou soit courts, quand on veut rebondir sur l'actualité ou quand on veut parler d'un sujet plus en profondeur, pour voir comment on peut répondre aux problématiques des entreprises qu'elles rencontrent au quotidien. Et puis, ça peut être aussi, via, parce que je ne l'ai pas dit, notre stratégie, elle passe à la fois par une newsletter qu'on envoie tous les mois à nos prospects et clients. On a à peu près 50 000 cibles tous les mois à qui on envoie ce contenu, mais aussi sur LinkedIn, puisqu'on a créé une page dédiée aux entreprises pour bien cibler effectivement nos prescripteurs, qui sont les DRH, les dirigeants d'entreprise, où on va reprendre ce contenu-là, qu'on va moduler, qu'on va pousser sous forme de sliders, d'audio clips, de visuels, etc., pour que ce soit le plus pertinent possible. La deuxième mission qu'on avait à travers cette stratégie de contenu, c'est de nourrir notre raison d'être. Et là aussi, c'est une des missions qu'a évoqué Sébastien plus tôt, sachant que Harmonie Mutuelle est devenue, il y a 2 ans maintenant, entre la première entreprise mutualiste à mission. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye d'agir en tant que mutuelle sur tous les facteurs économiques, sociaux et environnementaux qui vont pouvoir améliorer en tout cas la santé des personnes et de la société au sens large. Donc pour ce faire, on a essayé aussi de construire des contenus qui puissent surfer sur l'actualité et qui passent par des contenus qui soient à la fois très pragmatiques et qui soient sous forme de conseils pour les entreprises. Donc à l'époque, on avait créé, toujours avec The Links, pendant le Covid, une plateforme où on mettait en avant tout un tas d'outils
Alors, ça passait soit sous la forme d'outils pratiques, de checklists, de témoignages d'entreprises qui nous parlaient de la façon dont ils avaient géré la période Covid en interne et comment ils avaient géré ça avec leurs salariés. On rebondissait beaucoup sur l'actualité, puisque l'actualité et la réglementation à l'époque pour les entreprises étaient très variables et changeaient beaucoup. Donc, on essayait de pousser toute l'information pratico-pratique autour de cette thématique-là pour aider les entreprises à s'en sortir et à rebondir le mieux possible. La deuxième mission, et je le disais tout à l'heure, on a beaucoup élargi en 5 ans chez Harmonie Mutuelle notre proposition de valeur et nos offres, dont l'idée c'est aussi d'apporter du contenu à valeur ajoutée sur ces nouvelles offres, avec des contenus aussi là très différents les uns des autres, pour pouvoir essayer d'être intéressants et d'intéresser surtout nos cibles. Donc là, l'exemple qu'on a mis en avant, c'est effectivement l'épargne salariale et retraite, qui fait partie de nos sujets dans la rubrique prévoyance. Donc là aussi, on fait des contenus très différents les uns des autres. On va rebondir beaucoup sur l'actualité en expliquant aux entreprises, par exemple, quel impact a le projet de loi et quel impact il aura, puisque ça évolue le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Comment on développe effectivement l'engagement des salariés à la réussite de l'entreprise et comment on essaye de les aligner sur la stratégie de l'entreprise via des solutions, et ça en fait partie comme l'épargne salariale et retraite. Et puis, on fait effectivement on essaye de décoder tout ça sur LinkedIn en apportant ces contenus-là sous format différents via des sliders et autres. L'idée aussi, et je reviens toujours à ce fer de lance qui est notre proposition de valeur qui évolue beaucoup. Je le disais tout à l'heure, on travaille pour des entreprises de toute taille. Ça peut aller d'entreprises qui ont 20 salariés à plus de 40 000 salariés. Donc, on passe de petites PME à des très grands groupes. Et l'objectif aussi de notre stratégie de contenu, c'est bien entendu d'augmenter l'expérience produit. Et là, pour ce faire, on a fourni, on s'est rendu compte que des plus petites entreprises, au moment notamment de la sortie du Covid, n'avaient pas forcément de DRH et d'équipes dédiées pour faire tout le travail de veille, etc., et de développement qui va bien pour savoir comment aller l'entreprise en sortie de crise sanitaire. Donc, on a développé un outil gratuit, un contenu gratuit, qui s'appelle Mes priorités RH et sociales, qui permet aujourd'hui à une entreprise, via 8 rubriques dédiées que vous voyez là, on va parler de lien social, de management, de politique de rémunération, de fidélisation des talents, de droit à la déconnexion et autres. Et en fait, ça permet en 10 minutes à une entreprise de faire un autodiagnostic pour savoir où l'entreprise se situe sur toutes ces rubriques-là, et puis de lui fournir dans la foulée un rapport détaillé sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien, et puis peut-être derrière de mettre en place les leviers d'action qui vont bien pour avancer plus sereinement par la suite et puis développer l'entreprise comme il faut. C'est un contenu qui nous a permis de générer derrière 500 rendez-vous avec des entreprises, donc on voit que ça fonctionne. Et puis c'est un contenu, je le rappelle, et un service gratuit. Donc c'est d'autant plus valorisant qu'on aide aussi les entreprises via ce genre de service et d'expérience produit. L'autre mission, effectivement, qu'on a aujourd'hui auprès de nos entreprises, c'est de leur offrir du contenu à valeur ajoutée, du contenu avec une approche innovante, une approche freemium, comme on l'a noté ici. Donc, au-delà des contenus sous forme d'articles longs, d'articles courts que j'évoquais tout à l'heure, on a créé avec The Links un podcast dont on est très fiers, qui s'appelle Inspiration RH, qui est là pour décortiquer toutes les problématiques, les nouvelles problématiques en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup depuis 2 ans auxquelles doivent faire face les entreprises. Et on fait intervenir, et c'est là l'intérêt, des experts, des consultants qui sont externes à Harmonie Mutuelle, qui travaillent dans des secteurs divers et variés, pour apporter un contenu objectif et des réponses objectives sur ces problématiques de fond. Donc, on a fait appel, par exemple, à une addictologue qui travaillait au CHU d'Angers, qui nous parlait des nouvelles addictions qu'on avait vu naître avec la mise en place du télétravail, le fait que le mode de travail et le partage entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ait changé et bouleversé les choses. On a fait appel à un cabinet RH qui s'appelle The Boston Project, qui nous a parlé du management hybride, puisqu'effectivement, une fois qu'on a mis en place ce nouveau fonctionnement de travail, il a fallu derrière pour les managers être capables
de prendre en compte des nouvelles missions, des nouvelles valeurs avec leurs équipes. On a parlé de nouveaux mots qu'on a pu voir apparaître et sur lesquels les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Je parle notamment ici d'info-obésité ou d'hyperconnexion pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça impacte les salariés et les entreprises et qu'est-ce qu'il faut faire, quel levier d'action on peut mettre derrière. C'est un podcast dont on est plutôt très fiers avec The Links, qu'on met en avant bien sûr sur notre site internet, qu'on met en avant via notre page LinkedIn et puis notre newsletter que j'ai évoqué tout à l'heure, mais qu'on met aussi en avant sur toutes les plateformes de streaming, type Spotify, Deezer, etc. Et donc, on peut retrouver sur des plateformes multiples. La dernière mission, si on devait résumer autour de cette stratégie de contenu, c'était de créer effectivement un personal branding pour nos chargés d'affaires. Ce sont les premiers prescripteurs pour nous qui sont auprès des entreprises, qui vont rencontrer les DRH, les dirigeants, etc. Donc on voulait qu'ils soient capables d'incarner cette nouvelle stratégie et cette nouvelle proposition de valeur que j'évoquais, en leur donnant du contenu à valeur ajoutée pour approcher leurs différents clients et prospects de manière un peu différenciante, pas juste avec un catalogue entre guillemets d'offres, et en montrant qu'ils percevaient bien les problématiques du moment des entreprises et de leur fonctionnement. Donc du coup, on a lancé un programme ambassadeur avec The Links. On a sélectionné une douzaine d'ambassadeurs dans toute la France, des chargés d'affaires, des responsables d'animation commerciale, voire même des directeurs de région, pour les accompagner sur la façon de gérer leur contenu sur le réseau B2B par excellence qui est LinkedIn, pour mieux gérer leur compte, et puis effectivement pour les suivre mois par mois et les aider à pousser tout ce nouveau contenu qu'on mettait à leur disposition de manière la plus pertinente possible. Qu'est-ce qu'on en ressort de tout ça? Parce qu'on n'a pas créé cette stratégie de contenu juste pour dire on fait du contenu comme tout le monde. C'était pas l'idée, bien entendu. L'idée derrière, c'était bien sûr de suivre ce que ça pouvait donner, de rectifier le tir si possible. Mais concrètement, ce qu'on peut se dire, puisque la stratégie de contenu, comme je l'ai évoqué, avec une newsletter qui part tous les mois, une page LinkedIn dédiée et le relais de tous nos articles qu'on met en avant dans la newsletter, qui sont hébergés sur notre site internet dans la rubrique entreprise pour avoir vraiment un lien et une communication 360, bah, ça nous a permis aujourd'hui, et on est assez fiers de ces chiffres-là, d'augmenter notre trafic sur notre page entreprise de 79% avec 85 000 visiteurs, de toucher plus de 40 000 profils et des profils qui nous intéressent, c'est-à-dire soit des DRH, des dirigeants, des DAF, des consultants pour des entreprises avec notre page dédiée, et puis de toucher par la même occasion des décideurs, toujours les mêmes, un peu plus de 13 000 via notre newsletter dédié qui part tous les mois. Donc voilà ce que je peux vous dire de manière très pratico-pratique et en essayant d'être intéressante sans vous prendre trop de temps, si on veut se laisser des temps pour des éventuelles questions. J'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup, Cécile. Eh bien, de rien. Peut-être quitter... Ouais, c'est bon. Quitter le partage. Tu veux quitter ton partage, peut-être? C'est fait. C'est fait, c'est bon, super. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on avait à vous dire. Et donc là, on sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'analyse des audiences sur les podcasts San Marco. Alors, ça reste un peu, les podcasts, ça reste un petit peu compliqué pour avoir des données très, très, très pointues sur les profils des gens qui vous écoutent. Après, c'est aussi parce qu'on est sur une logique où on est multi-plateforme, donc l'agrégation n'est pas forcément facile. Néanmoins, ce qu'on sait, nous, déjà, en termes de mesure d'audience, c'est qu'on a eu sur les 10 premiers épisodes, à peu près 50 000 audiences cumulées. On a un système d'abonnement et aujourd'hui, on n'est pas loin je crois qu'on est autour de 4 000 abonnés. Donc après, avec ce qu'on arrive à mesurer aussi, c'est le temps de rétention. Donc on sait qu'à peu près, on va dire un tiers des gens qui nous écoutent jusqu'au bout, ce qui est plutôt
plutôt bon, enfin plutôt intéressant et qui valide la pertinence du contenu. Après, en termes de profil, on est sur de la grande conso. Donc, en fait, derrière, ça va aussi. Et puis, on est sur différents modes de mise à disposition. Donc, je le disais dans la presse, on a ce fameux QR code sur les paquets. Mais pour être totalement transparent, ça a plus une version d'effet d'annonce et de com plutôt que de transformation, ce QR code. Par contre, il y a tout un travail de promotion sur des podcasts partenaires, sur les cibles, qui là font leur boulot. Sur ces podcasts-là, il y a une enveloppe médiatisation qui est importante. Ce qui n'est pas encore le cas spécialement sur Harmony, parce qu'Harmony, on a la chance aussi d'avoir voilà, une newsletter qui est envoyée à 40 000 personnes chaque mois. Et donc, c'est déjà un premier point de contact et de mise en avant de ce podcast sur un public ciblé. Ça, c'est intéressant. Néanmoins, voilà, le passer à l'étape suivante également pour Harmony, je pas tout sous ton contrôle, Cécile, mais aussi de débloquer une pocket de médiatisation pour donner une ampleur au-delà de la communauté naturelle d'Harmony sur ces podcasts, c'est tout à fait envisageable. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des questions ou des remarques sur ce que vous avez pu voir? Attends, je t'entends pas, Cécile. Ah oui, pardon. Je disais Ouais. qu'a priori, on avait été assez clair. Bah, ça doit être ça, hein. C'est QFD. Bah, dans ce cas, on va vous libérer. On est sur 10 heures. Merci beaucoup de nous avoir suivis, puisque voilà. Ah, attends, il y a Ah, aucune ah, ah. question sur le QR code, je vois. Ah, attendez, la promo du QR code était présente sur les deux faces du packaging ou seulement face arrière? On était sur de la face arrière. On était sur de la face arrière et sur du surpackaging. C'est pas simple sur cette logique de grande distribution, hein, parce qu'on est sur des énormes volumes derrière. Quand on change quelque chose sur un paquet, vous imaginez bien que ça a des incidences. Donc là, c'était sur des surpackaging de deux paquets et sur un paquet. Mais après, derrière, ça a été aussi mis en avant sur tout ce qui était PLV, sur des opérations événementielles. C'était d'ailleurs, c'est une opération qui était exclusivement mise en avant du podcast. C'était devenu l'objet, pas de promo, mais l'objet de communication du moment. Parce que l'idée de San Marco, c'était aussi de pouvoir mettre un peu de son ADN de marque sur ce côté premium, avec cet univers italien, haut de gamme, création, et de le faire descendre aussi au niveau des magasins. Donc on était vraiment sur une logique d'image presque plus que de création de trafic. Jérôme, t'es venu, c'est gentil. La suite, c'est quoi la suite? Eh ben, écoute, on est en train de réfléchir. C'est vrai que le podcast, on l'aime beaucoup et on est en train de réfléchir avec Denise pour faire un podcast plus élargi en milieu d'année, avec un vrai plateau, avec notre journaliste, hein, qui est toujours la même d'ailleurs, qui fait tout l'enregistrement des podcasts. Pourquoi pas faire venir plusieurs invités, pas mettre en avant un seul expert, trouver une thématique phare pour pouvoir y répondre de manière un peu différente, avec des angles différents. Et pourquoi pas avec des invités, ou en tout cas des gens de chez H&M ou autres qui pourraient assister sur le plateau à l'enregistrement, effectivement en live à l'échange. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Voilà, il y a une question sur les influenceurs. Alors, sans égratigner la confiance envers la marque. Alors, en fait, la question,
elle se pose aussi si on considère les influenceurs dans leur dimension caricaturale de l'influenceur. Aujourd'hui, voilà, c'est sûr que si on est sur du placement de produits à l'ancienne, parce que ça devient presque déjà une pratique qui dépassait ce placement, ce pur placement de produits. En tout cas, ça concerne vraiment qu'un segment de marché, de type d'influenceurs. Si on élargit un petit peu à la logique de créateur de contenu ou de leader d'opinion, parce que sur le B2B, voilà, l'influenceur, c'est le leader d'opinion. Là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour s'appuyer sur ces leaders d'opinion. D'ailleurs, c'est le cas dans la logique aussi d'Harmonie Mutuelle, puisque les experts qui participent à Inspiration RH sont souvent des experts reconnus dans leur domaine et qui vont eux-mêmes derrière aussi enfin voilà, les podcasts qu'on fait avec eux vont être diffusés sur leur réseau. Donc voilà, donc toute l'idée, effectivement, c'est d'avoir une logique de cohérence, de ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe et d'avoir aussi une logique de création de contenu, c'est-à-dire que ces influenceurs soient des contributeurs et pas juste des têtes de gondole. C'est plutôt ça, la logique, elle est là. Mais par contre, la logique d'influenceurs B2B, qui sont ceux de la logique de leader d'opinion, elle est super intéressante, d'autant que ce sont des gens qui apportent, au-delà de leur image et de leur réseau, souvent des contenus hyper quali. Donc, c'est vraiment des choses à creuser. En termes de partenariat, c'est super. Je crois que c'est tout, hein. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir vraiment se quitter. Merci beaucoup. Et puis, bien, à Merci. très bientôt pour, j'espère, un prochain webinaire. Et puis, pour ceux qui souhaitent prolonger la discussion, n'hésitez